La nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Nous leur devons évidemment les moyens, la protection. Nous serons là. Il est bien loin le temps de la crise sanitaire du Covid où les soignants étaient applaudis chaque soir aux fenêtres des Français. Pire, face à l'inflation, d'importants déficits, au manque de lits et au sous-effectif, c'est une véritable crise que connaît l'hôpital public depuis maintenant des années, sans espoir d'amélioration pour les professionnels de santé. Ils sont sortis des hôpitaux pour dire leur ras-le-bol dans toute la France. Ce que veulent ces soignants, ce sont des hausses de salaire, l'arrêt des fermetures de lits, mais aussi des moyens et des postes pour l'hôpital public, lessivés par les vagues successives de Covid-19. Nous avons pris une décision historique pendant la crise, à la fois d'investissement, plus de 19 milliards d'euros dans nos hôpitaux, et d'investissement dans les salaires. On va s'offrir un petit tour de France. Le CHU de Strasbourg a été obligé de déployer une unité sanitaire devant ses urgences. À Bordeaux, on n'a plus la capacité de décrocher au centre 15 avec le personnel. Dans le Var, c'est un service d'urgence sur 2 qui ferme dorénavant la nuit. Et vous savez que la population du Var est nombreuse. Donc voilà un petit tour de France très très vite fait pour vous dire que, eh bien non, rien n'a changé. À l'hôpital, aujourd'hui, les conditions de travail sont exécrables. On manque de médecins, on manque de soignants. On nous demande de faire des heures supplémentaires sans arrêt. Il faut que ce gouvernement comprennent qu'on ne les lâchera pas. Et ce n'est pas l'annonce de Gabriel Attal d'un investissement pour l'hôpital public de 32 milliards supplémentaires sur les 5 ans à venir qui va venir les rassurer, bien au contraire, puisque beaucoup ont dénoncé un coup de com' du nouveau chef du gouvernement. Et oui, puisque cette hausse était déjà prévue par la loi de programmation de finances publiques. Dans les 5 ans qui viennent, c'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui seront investis pour notre système de santé. Notre hôpital et nos soignants, c'est un trésor national. L'hôpital est en train de mourir. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'hôpital est en train de mourir. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Les 32 milliards en question, c'est pas 32 milliards en plus. Ce sont 32 milliards qui sont déjà inscrites dans la perspective de dépenses publiques. C'est déjà inscrit. Mais derrière les grandes déclarations, les débats et les statistiques, quelle est la réalité des soignants de l'hôpital public sur le terrain ? Quel est leur quotidien et comment peuvent-ils assurer des soins à leurs patients ? Médecins, directeurs, infirmiers brancardiers, représentants syndicaux, internes ou encore psychologues. Pour Blast, j'ai interrogé sur leurs conditions de travail celles et ceux qui font vivre l'un des piliers de la fonction publique pour en dresser un portrait alarmant. Le quotidien d'un hôpital public en souffrance, c'est tout de suite sur Blast. Si les conditions de travail des personnels soignants sont connues et souvent mises en avant, il est pourtant très difficile d'en récolter des témoignages publics. C'est aussi cela qui est à l'origine du malaise de nombreux soignants. C'est pourquoi certaines interviews seront floutées. Le personnel de l'hôpital public ne peut pas réellement s'exprimer, ne serait-ce que par le droit de réserve. Pour moi, le personnel hospitalier, il peut faire grève, mais avec une pancarte dans le dos, point barre, quoi. En tant que fonctionnaire, on a quand même l'obligation de réserve qui s'impose à tout fonctionnaire et qui fait qu'on a une certaine mesure dans l'expression à l'égard de notre employeur. Je vous le dis, j'ai aussi une casquette avec un mandat syndical, membre du collectif national des psychologues cliniques CGT. Dans mon expression, je pense assez facilement faire valoir le fait qu'elle est sous couvert de l'exercice de ma liberté syndicale. On peut pas aller dans le bureau d'un chef de service de je ne sais quel spé et de dire c'est inadmissible, ces conditions-là sont déplorables, etc. Parce qu'il va dire c'est bien gentil, mais des internes j'en vois défiler tous les 6 mois et puis si t'es pas contente, je t'invalide ton stage ou je te compromets ta carrière. J'ai des exemples de représailles, c'est-à-dire que un collègue interpelle la directrice des soins pendant une réunion en disant ça fait 1 mois que vous nous laissez sans brancardier, c'est plus possible. Elle dit non, moi j'ai donné des directives pour qu'il y ait un brancardier en remplacement. C'est pas vrai, vous êtes une menteuse, madame. Et puis il se retrouve convoqué pour un blâme la semaine prochaine. C'est-à-dire que toutes les vérités sont pas bonnes à dire quand même. Voilà, dans un monde un peu carriériste, faut pas faire de vagues. J'ai accepté de parler parce que ça fait très très longtemps que je suis à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital en 86. Je suis en fin de carrière. Je n'ai aucune ambition particulière.
à part traiter mes patients le mieux que je peux. Je crois que justement l'hôpital souffre de ça, souffre d'un déficit de démocratie, de politique, mais au sein de démocratie sanitaire, de se mêler un peu de ce dans quoi on est pris et qui a des effets concrets sur ce sur quoi on peut travailler, y compris sur nos collectifs de travail. On est dans la culture d'entreprise, hein, on est vraiment dans du management d'entreprise et donc bah voilà, notre encadrement, si ça peut pas faire de bruit, c'est quand même vachement mieux. Il y a une maltraitance qui existe et on la voit aussi, beaucoup de cas de harcèlement, des personnes où on leur dit clairement il faut que tu quittes cet hôpital, cet établissement, c'est devenu d'ailleurs très 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 fréquent. Et cette maltraitance, elle est devenue comme une politique managériale qu'on voit moi je pense qu'on voit dans une bonne partie de nos établissements de santé. Il y a comme ça une violence, une terreur qui s'installe dans beaucoup d'hôpitaux et ils sont connus. Parce que à force, on commence à avoir comme ça dans toutes les régions de France des noms qui sont connus et encore même plus surprenant, il y a des chefs d'établissement qui ont été condamnés par la justice et même condamnés par la justice pour harcèlement moral, ils continuent à exercer. Donc ça pose vraiment question sur quelle importance on met à la maltraitance dans nos structures. Tu vois qu'on cherche des exécutants. Voilà, c'est des exécutants. C'est pour ça que tu as beaucoup de postes de coordinateurs qui sont des postes transversaux qui sont tournés, qui en fait relaient les ordres de la hiérarchie, quoi. C'est même effarant. J'ai été amené à dire à un directeur, je suis effaré qu'en formation, vous soyez même pas instruits sur les droits syndicaux, que ce soit pas une petite partie quand même de votre boulot, quoi. Parce que les mecs, tu leur apprends tout, quoi. Tu leur apprends tout. C'est-à-dire que que ce soit une volonté ou par omission, c'est-à-dire que tu vois le fait que cette communication-là, elle soit brouillée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de toute façon d'échange avec les partenaires sociaux, que sont les délégations syndicales, que sont les représentants syndicaux. Je me souviens, il y a quelques années de ça, on avait un de nos directeurs qui est arrivé, qui disait, l'hôpital, c'est pour moi une entreprise, hein, comme une entreprise, je regarde ce qui rentre, je regarde ce qui sort et ce qui se passe dedans, ça ne m'intéresse pas. Ma direction d'hôpital, c'est des salariés comme moi, en fait. Le directeur d'hôpital, il a ses objectifs à tenir qui lui sont donnés par l'ARS. Et voilà, lui, s'il doit fermer des lits, il les ferme. S'il doit aller en ouvrir, il ouvre. Il respecte les directives qu'on lui donne. Donc je peux pas lui jeter des pierres en lui disant non plus donnez-nous des moyens. Non, il fait avec ce qu'il a, en fait. La tarification à l'activité, ou T2A, c'est peut-être l'un des symboles les plus décriés au sein de l'hôpital public depuis des années. Il s'agit d'un système de financement déployé en 2004, en vigueur pour 70% des hôpitaux publics et qui rémunère les établissements en fonction de l'activité médicale réalisée. Un mode de rémunération perçu comme une course à la rentabilité et qui a des effets directs sur le rythme de travail et le traitement des patients. Je pense que le grand symbole du productivisme actuellement, c'est la T2A. Qui est venue, la tarification à l'activité, qui fait que chaque acte, chaque opération, signifie qu'il y a un tarif. Et donc, on a demandé effectivement aux professionnels de santé de coder leurs actes. Donc, ça fait partie maintenant de leur métier, finalement, de coder les actes. Et ils pourront vous en parler mieux que moi, mais on n'est plus dans le soin. On est dans quelque chose d'autre, on est dans de l'administratif. Donc, on leur a demandé de faire une activité administrative à but, on va dire, financière. Et comme un hôpital est financé, comme un hôpital, c'est essentiellement de la masse salariale, c'est 70 à 85% de masse salariale, donc l'impact sur les dépenses, à part baisser le nombre d'effectifs, est très compliqué. L'autre paramètre, c'est d'augmenter l'activité. Donc, il y a eu effectivement une recherche d'augmentation de l'activité en regardant l'activité des concurrents, entre guillemets, de ce qui est devenu aujourd'hui des concurrents, en parlant finalement dans un langage commercial de part de marché, et de rechercher les moyens d'augmenter l'activité par rapport au privé, par rapport aux autres hôpitaux. Et l'un des meilleurs moyens de le faire, c'est peut-être de recruter par exemple un médecin qui va augmenter forcément l'activité. Donc c'est devenu quelque chose d'assez curieux, mais qui répond pas forcément aux besoins de santé de la population, mais à un besoin, on va dire, financier. Même, les deux peuvent se rencontrer, mais ne sont pas forcément compatibles. Et les équipes se sont beaucoup focalisées, à commencer par les médecins, à l'activité de leur service. Et la question de la délégation de gestion, à ce qu'on a créé des pôles, la délégation de gestion, c'est aussi de dire à chaque service
grosso modo, combien tu coûtes, combien tu rapportes. Et du coup, chacun est responsabilisé entre guillemets, par rapport à son activité. En disant, tu as X nombre de patients, mais par rapport au même service dans un autre hôpital, tu coûtes beaucoup trop cher. Et on s'éloigne comme ça de plus en plus de la personne humaine, alors qu'à la base, on est quand même là pour eux. Un lit a 2 fois plus de patients maintenant qu'il y a 10-15 ans avant la tarification à l'acte. Donc en fait, il y a une pression permanente de passage, d'hospitalisation et surtout de sortie le plus rapidement possible, ce qui fait que les patients reviennent aussi très, très rapidement après. Moi, dans ma pratique, clairement, ce qu'on m'a dit, ce qui m'est demandé, c'est de donner 15 minutes par patient, parce que sinon, je suis pas rentable, je gagne pas bien ma vie. Ce qui est vrai si je suis en libéral. Et il faut voir des gens, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc en fait, il faut voir les gens. Donc tu t'en vois un toutes les 15 minutes. Comment on peut voir un patient en 15 minutes ? Moi, je me pose encore la question aujourd'hui. C'est la réalité. On nous demande de faire ça, de voir le plus de patients possible. Moi, je vois pas comment je peux faire. À l'hôpital, s'il y a un infirmier, en fait, ou un aide-soignant, il tarde à prendre telle personne ou telle personne en charge, c'est parce qu'en fait, il a déjà 1000 coups de fil à passer, parce qu'il a déjà en fait un tas de missions à faire, qu'il doit faire un gaz du sang en urgence, qu'il doit gérer telle entrée et telle sortie en fait qui sont inattendues. Et oui, du coup, il y a du retard dans certaines choses qui se font, il y a des retards dans les prises en charge. En tant que brancardier dans un petit hôpital, on travaille dans tous les services. Donc on côtoie tout le personnel de l'hôpital et on a un œil où on voit tout ce qui se passe partout, quoi. Et on voit très bien que rien ne va, quoi. Que les infirmières ont la tête et les aides-soignantes ont tout le temps la tête dans le guidon et il y a un côté humain qui disparaît petit à petit, quoi. Et heureusement que les filles, quand je dis les filles, c'est les aides-soignantes, les ASH, les infirmières, ont quand même, on a forcément de l'empathie quand on travaille dans ce domaine-là. Mais après, il faut savoir, faut dire aux gens aussi que on n'a plus le temps, les filles, elles n'ont plus le temps de s'occuper correctement des patients. Elles n'ont pas le temps. On leur laisse pas le temps. Parfois, elles font leur tournée de change, par exemple. Elles ont changé une personne, mais il manque de bol. 10 minutes après, cette dame, elle fait ses besoins et elle est changée longtemps après. Et c'est malheureux. Alors, elle va appeler, elle va sonner. On va leur dire oui, on arrive, mais il y a le tour à finir. Et puis, elle est faite après. Donc, nous, des fois, ça nous arrive en tant que brancardier d'arriver, de prendre une patiente et puis de sentir une mauvaise odeur et puis de l'emmener comme ça à sa consultation, quoi. Mais voilà, parce que on n'a pas le temps et puis que nous aussi on est pressé parce qu'il y a ce patient-là à emmener et après il y en a un autre. On brancarde nos patients nous-mêmes quand on se rend compte à temps que le brancardage n'est pas là, donc le médecin brancarde. Je brancarde des patients quasiment tous les jours, hein. Donc il faut y aller, sinon on perd le rendez-vous et puis ça prolonge l'hospitalisation, le diagnostic, la prise en charge. Nous, on a un hôpital qui est calibré pour 80 passages journaliers, on en fait entre le double et le triple. C'est-à-dire que parmi ces patients, je vais en avoir 5 ou 6, il faut qu'ils aillent au déchocage. Il faut pas que je les loupe, ceux-là. C'est-à-dire qu'au milieu du flux continu de patients qui viennent pour des choses non graves, non en urgence relative, on va dire, au milieu de tout ça, j'aurai des urgences absolues. Donc, le problème, ce flux d'urgences relatives fait que les urgences absolues, elles peuvent être ralenties. Ou on peut même carrément passer à côté, en fait. Parce que quand on trie un patient toutes les 5 minutes, on est à l'usine, en fait. On n'est plus en train de faire du soin, on n'est plus en train de faire de l'humain. L'interniste, en fait, est à l'hôpital, surtout. Donc, on a à prendre en charge des patients des secteurs d'hospitalisation. Après, bien sûr, on a tout le versant aussi d'enseignement qui est chez nous malheureusement plus du tout représenté. Et puis on devrait faire des travaux de recherche cliniques, études, mais qu'on n'a absolument pas le temps parce qu'on est complètement parasité par tout ce qui est d'un côté prise en charge hospitalière et surtout la paperasse. C'est-à-dire qu'actuellement, on a plus de 50% de notre travail, c'est de la paperasse. Comme on n'a pas
de secrétariat. Tout ce qui est transmission des examens, c'est difficile aussi parce que bon, on fonctionne toujours par fax. Il fallait assurer tous les comptes rendus sur nos temps de garde en fait. Donc si on pouvait dormir, on dormait pas parce qu'il fallait qu'on remplisse nos comptes rendus, il fallait en faire 4-5 par jour, en même temps qu'il fallait faire les visites parfois tout seul. Voilà, on était un peu livrés à nous-mêmes et puis en même temps on nous demandait de nous former quand on rentrait le soir, mais c'est pas possible parce qu'en fait on a eu 2 gardes dans la semaine. Voilà, on a même eu des là vous êtes en sous-effectif, il faudra qu'il y en ait un qui supprime ses vacances quoi pour gérer en fait. Avant, je restais au travail jusqu'à très tard parce qu'il fallait que je fasse mes courriers, mes rendez-vous et tout ça. Je restais au travail. Maintenant, ils ont instauré un système où on peut se brancher par Internet sur le système informatique du CHU, le dossier des patients. Donc, je travaille à la maison. On met sur le personnel médical, en fait, toute cette pression qui fait que, vu qu'on a un devoir déontologique d'assurer, en fait, c'est assuré. On peut pas se mettre en grève, par exemple. Enfin, si on veut se mettre en grève, on est réquisitionné. Donc, nous, on peut pas. Et en fait, la continuité des soins, par devoir déontologique, elle est toujours assurée. Que l'hôpital y croule ou pas, que on ait toujours plus de patients qui viennent aux urgences ou pas, tant qu'on voit que ça peut tenir, tant qu'on fait montrer que ça tient, pas de souci, ça tient. On est le tampon d'une structure qui marche plus, en fait. C'est-à-dire qu'on a un hôpital qui a plus de lits. On a la médecine de ville qui n'a plus de spécialistes et nous on part à tout ça en fait. C'est toujours un petit peu compliqué parce que étant donné qu'on n'entend pas forcément ces problématiques dans les médias on va dire assez généraux, on n'entend pas vraiment la souffrance aussi que peuvent avoir les soignants dans leur travail, que les conditions de travail qu'ils ont sont de plus en plus dégradées. Donc comme les gens sont pas vraiment informés là-dessus, ils n'ont pas forcément connaissance, je pense, de l'état de notre système de soins. Bon après ils se rendent compte quand même quand ils vont aux urgences ou quand ils ont du mal à avoir des rendez-vous avec des médecins. Moi si je suis en cabinet et que je veux orienter un patient chez un cardiologue, les délais c'est 4-5 mois en cardiologie. La cardio c'est important, c'est le cœur. C'est pareil pour énormément d'autres spécialités. Si un enfant doit prendre un rendez-vous spécialisé dans tel ou tel service, dans tel hôpital, il va devoir attendre 6 mois. Et ça c'est la réalité aujourd'hui. Un dermatologue, moyenne d'attente 6 mois aussi. Voilà, donc sinon, du coup, si on se dit c'est trop urgent, on peut pas l'envoyer là, donc on l'envoie à l'hôpital. Et donc en fait, on n'a pas le choix que d'envoyer, on envoie à l'hôpital. Mais l'hôpital, il peut plus déjà. Et à côté de ça, il y a le SAMU qui fait plus de tri par téléphone en fait, qui envoie tout le monde à l'hôpital parce que s'ils passent à côté de quelque chose, c'est eux qui ont des problèmes avec la justice après. Donc ils préfèrent envoyer quelqu'un à l'hôpital pour rien, le 15, que de dire monsieur non, allez voir votre médecin traitant. Oui, mais s'il fait une complication ou n'importe quoi dans la nuit, la famille va se retourner. Donc je comprends aussi que à chaque appel, ils envoient une ambulance. Le problème, c'est que les ambulances, on n'en a pas énormément. Les pompiers, on les sollicite beaucoup, mais on vide les casernes et ils stagnent à l'hôpital parce qu'ils mettent 1 heure et demie à pouvoir descendre leurs patients. En fait, du coup, ça fait un effet domino un petit peu qui marche sur plusieurs services publics, du coup. Au cabinet, il y a beaucoup de patients qui viennent pour justement trouver un médecin généraliste. On en vient leur refuser de les suivre parce que du coup on leur dit tout simplement qu'on peut pas, qu'on est déjà au maximum de nos capacités. On pourrait pas les voir justement pour des rendez-vous en urgence, des choses comme ça. Donc ça ferait que finalement il y aurait plus vraiment de tampons, ils seraient obligés d'aller dans le système de garde ou même des fois aller aux urgences. On reçoit aussi dans notre cabinet des étudiants en médecine. Quand ils voient un petit peu la réalité du terrain, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est pas forcément ce qu'ils avaient envisagé. On sait qu'une infirmière, par exemple, aujourd'hui, à la sortie de l'école, au bout de 5 ans, en moyenne, elle est partie. C'est-à-dire qu'on forme des professionnels, et puis très rapidement, les personnels partent. J'ai beaucoup de connaissances et amis qui se sont un peu au pied du mur, sentis obligés de prendre une disponibilité de 6 mois au milieu de leur internat. C'est le cas d'une amie en médecine interne à Rouen, c'est le cas d'une amie en psychiatrie à Lille. J'ai un copain qui est médecin généraliste qui lui-même aussi a dû prendre 6 mois de dispo.
J'ai eu connaissance de certains qui sont allés jusqu'à leur thèse, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des études longues. Donc moi, personnellement, et de ce que j'ai pu entendre, c'est est-ce qu'on abandonne maintenant ou pas, mais on est allé jusque-là, donc on va pas abandonner maintenant, parce qu'on a déjà fait 7, 9, 10 ans. Mon dernier maître de stage, il a plus de 60 ans, il est près de la retraite, il est médecin généraliste. Et il m'a dit clairement la dernière fois, si j'avais su ce que c'était par rapport à la charge financière, la charge mentale, ce qu'on nous demande de prendre sans jamais répondre, enfin les charges mentales, enfin tout, j'aurais fait un autre métier. J'aurais fait garde forestier. Mais malgré tout, les gens, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils viennent, ils font ce qu'ils peuvent. C'est ça qui est impressionnant. Qu'est-ce qui nous reste derrière? À part la mobilisation, négociation qui ne donne rien, à part la mobilisation pour créer une pression, et après, à part un tribunal administratif qui ne reconnaîtra pas ça, quoi. Voilà, quoi. Très franchement, c'est peut-être à nous aussi de développer des idées, de peut-être d'inciter plus, d'être plus communicants, d'essayer d'amener d'une culture de la mobilisation. Quand les professionnels, ils signalent, quand ils alertent sur justement ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a fait, parce qu'évidemment, beaucoup ne se laissent pas faire, il n'y a rien qui se passe. Le Centre national de gestion laisse faire. Ils disent qu'ils n'ont aucune compétence ou qu'ils n'ont aucun pouvoir. Les ARS ne font pas d'enquête, personne ne signale au procureur. Et du coup, la maltraitance, elle se fait. Et la maltraitance, elle ne concerne pas que les directeurs et les directrices d'hôpitaux. Elle va concerner aussi tout le personnel, les cadres, les médecins, les administratifs, d'autres soignants. Le seul levier, c'est d'être en burn-out et de se faire arrêter, quoi. Il y a 30 à 40% de personnels soignants qui sont en burn-out. Il y en a à peu près 98% qui ont déjà eu un symptôme en lien avec l'épuisement au travail. Et puis il y a aussi le taux de suicide qui est le plus important dans la population générale chez les soignants. Par exemple, il y a un interne qui suicide tous les 18 jours, ou je crois que j'avais vu une étude où il y avait un soignant qui suicide tous les 3 jours. Donc c'est assez alarmant de ce côté-là. C'est l'inspection du travail, vous pouvez la saisir, mais ils interviennent rarement. Par expérience, ils interviennent rarement, ils s'intéressent très peu à ce qui se passe dans les hôpitaux. Défenseurs des droits, pareil. Donc en fait, vous êtes très vite démunis. On a l'impression d'être dans un système qui n'a pas de solution, en fait. On est une impasse, une vraie impasse. Il y a de plus en plus une logique aussi d'acceptation qu'on vient pour souffrir à l'hôpital et qu'on y tiendra le temps qu'on y tiendra et puis qu'on finira par s'embarrer. Ça devient normal pour nous de se dire, bon bah voilà, je quitte à 21h tous les soirs. Où j'ai 2 gardes par semaine, où moi j'ai une amie, elle est en gynécologie obstétrique, elle fait sa garde, et puis son repos de garde il arrive qu'à 15h30 parce qu'il faut qu'elle fasse la visite le lendemain matin dans le service, après sa garde de 24 heures par exemple. Enfin voilà, un tas de choses comme ça, mais ça rentre dans les habitudes finalement et ça devient normal. Je crois aussi qu'il y a un biais dans lequel on est pris, c'est d'attendre que ça vienne de l'autre. Espèce de grand autre, paternaliste, un peu comme on va élire tous les 5 ans le président de la République à dire oh, mais cette fois, ça sera peut-être le bon. Et inévitablement, on est déçu. Donc je crois que une part de la solution, elle est dans l'acceptation qu'il n'y aura pas d'institutions idéales. Elles sont vraiment extrêmement violentes, les institutions dans lesquelles on travaille. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Les logiques dans lesquelles nous sommes pris sont extrêmement mortifères. Mais malgré tout, je crois qu'il faut qu'on accepte l'idée qu'il n'y aura de toute façon pas d'institution idéale et que l'enjeu, c'est comment, là où on est, avec ceux avec qui on est, comment on s'organise pour se soutenir, pour se rassurer sur le fait que ce que l'on fait, on le fait au mieux de ce que l'on envisage sur le moment dans les situations dans lesquelles on est. C'est toute la question éthique. Et ça, personne ne le fera à la place des soignants. Parfois, quand on parle d'effondrement du système hospitalier, je pense qu'on y est, même si finalement on résiste, on tient malgré tout. Mais il y a quand même une sacrée crise hospitalière. Et on ne sait pas trop où va l'hôpital public aujourd'hui. L'État veut tuer l'hôpital public, quoi. Pour moi, c'est une évidence, quoi. Ils veulent américaniser le système. Et voilà, pour se soigner, il faudra mettre la main à la poche, quoi. Ceux qui n'ont jamais mis les pieds à l'hôpital, ils se disent mais comment vous faites ce boulot? Il y a de l'empathie, c'est les patients qui ont de l'empathie maintenant. Comment vous faites ce boulot? Mais c'est pas possible. Et ils nous voient courir partout. Alors du coup, ils patientent, ils voient bien qu'on n'est pas en train de jouer aux cartes, clairement. Alors il y a ceux qui
qui s'offusquent de la situation, qui partent en claquant la porte. Et puis il y a ceux qui restent patiemment et qui nous disent un grand merci en partant. Et j'ai envie, ça vaut autant que le salaire, ça. Si on n'a pas ça régulièrement, voilà, c'est encore pour ça qu'on vient bosser. C'est que même s'il a attendu 7 heures pour avoir un scanner, un bilan, et ben il part et il dit merci. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on est encore au taf. Mais à quel prix, quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et ces histoires du quotidien des soignants de la fonction publique. Peut-être avez-vous vous-même des témoignages à nous partager en commentaire ou à nous faire remonter directement. Nous serons là pour les recevoir. Et comme toujours, vous pouvez soutenir Blast et une information indépendante en partageant la vidéo ou en faisant un don. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles actualités sur Blast.